Il n'y a rien de mieux pour une espionne de quelqu'un qui n'attire pas spécialement les regards et qui sait se faire très discrète. Parce que quelqu'un qui ressemble à Sean Connery comme espion ou à Pierce Brosnan, pardon, mais enfin, dès qu'il rentre dans une pièce, tout le monde le voit. Hein. Gabrielle Kaplan, en fait, elle est détective privée. Elle a son agence de détective privée à Casablanca en 1952, vraiment dans les années 50. Gabrielle Kaplan, elle a un nouveau rôle dans ce troisième opus, parce qu'en fait, elle est débauchée par les services secrets français, le SDEC, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, pour aller infiltrer le milieu des contrebandiers et des truands marseillais à Tanger. Donc, elle n'est pas là en tant que détective privé, on ne lui a pas confié une mission habituelle, on va dire. Elle est vraiment là sur commande du SDEC pour aller infiltrer ce milieu des trafiquants. Parce qu'il faut savoir que Tanger, à l'époque, en 52, c'était une ville franche. Donc, qui dit ville franche dit pas beaucoup d'impôts, pas de taxes, et puis la porte ouverte à tous les trafics. Et c'était aussi, on a beaucoup, il y a le cliché Tanger nid d'espions, mais oui, il y avait beaucoup d'espions de tous les pays d'ailleurs, et chacun espionnait les autres. Donc voilà, ça fait un petit creuset assez sympathique pour cette nouvelle mission. Et comme toujours, c'est toujours basé sur des faits historiques réels et sur une histoire, grande histoire avec un grand H, vraiment réelle et des faits réels, même si après c'est très romancé, il y a des rebondissements pour que ce soit chouette à lire et c'est vraiment un polar, attention, hein, c'est pas un essai, mais voilà, c'est un mix des deux. Tu as fait le choix de partir sur une série comme ça, avec Gabrielle Kaplan. Alors une série, pour l'instant on est à une trilogie, je ne sais pas si à 3 on peut appeler ça une série. Alors pour plein de raisons, alors moi déjà j'ai grandi au Maroc et jusqu'en terminale et c'est vrai que j'ai un attachement vraiment très fort à ce pays et j'ai toujours, voilà, j'y retourne de temps en temps, maintenant beaucoup plus d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai toujours lu un peu ce qui sortait sur le Maroc, alors pas tout, hein, je peux pas tout lire, et à chaque fois il me manquait quelque chose. Alors il y a plein de romans en ce moment, il y a beaucoup d'autrices curieusement marocaines, mais alors c'est beaucoup sur l'intime ou sur des histoires de famille ou de transmission, et bon, moi j'ai rien à apporter là-dedans, et surtout ce que j'adore à Casablanca et dans beaucoup de villes du Maroc, c'est cette architecture des années 30 et des années 50 incroyable, et j'ai toujours trouvé quand je voyais un film d'Hitchcock que ça ressemblait à Casablanca, et pour moi c'était un décor de polar, et je me dis mais comment ça se fait qu'il y en a pas. Et donc, je crois que c'est Toni Morrison qui a dit si vous n'avez pas encore lu le livre que vous aimeriez lire, il faut l'écrire. Et donc voilà, donc un beau jour, je me suis dit allez hop, je me lance. Alors après, ça s'est pas fait tout seul non plus. Hein. Tout le monde connaît le chemin de croix avant d'être publié. Mais voilà, donc en fait, j'avais envie d'écrire sur le Maroc parce que pour moi, c'était un super décor de polar et j'avais envie de faire du polar. Quand on dit Casablanca, tout le monde pense au film en noir et blanc de 1942, Casablanca. Alors déjà, ça ne ressemble pas du tout à Casablanca parce qu'il n'y a pas un plan qui a été tourné là-bas, hein, c'était qu'un studio. Et je me suis dit, si Ilsa Lund, qui est l'héroïne du film Casablanca, Ingrid Bergman, était restée, si elle n'avait pas pris l'avion avec Victor Laszlo, qu'est-ce qu'elle serait devenue ? Et tiens, elle serait devenue détective privée. Et donc voilà, c'est comme ça que je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est l'ancrage. Et c'est pour ça aussi qu'elle a tous passé Gabrielle Kaplan, parce que dans sa légende que j'ai inventée, je dis qu'elle vient des Balkans, qu'elle a fui Thessalonique, qui est une ville aussi que je connais et que j'adore, et qu'elle s'est réfugiée avec ses parents en 1941, et qu'elle a tellement aimé Casablanca parce que ça lui rappelle Thessalonique. Moi j'ai vécu l'histoire à l'envers. Qu'elle y est restée et qu'elle a décidé de monter son agence de détective privé. Alors, je disais, elle a pas sa langue dans la poche. C'est quelqu'un qui arrive à se fondre dans tous les milieux et c'est pour ça qu'elle est très précieuse pour le SDEC. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour une espionne de quelqu'un qui n'attire pas spécialement les regards et qui sait se faire très discrète. Parce que quelqu'un qui ressemble à Sean Connery comme espion ou à Pierce Brosnan, pardon, mais enfin, dès qu'il rentre dans une pièce, tout le monde le voit. Hein. Alors qu'elle, elle arrive à faire la bécasse et l'ingénue et la petite, la petite provinciale de France qui débarque et donc elle n'attire pas l'attention. Ou les soupçons, on va dire. Donc voilà, elle arrive à
à se dissimuler. Alors, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a du sang-froid. Alors, dans le petit truc aussi d'originalité par rapport à d'autres héroïnes, parce que c'est pas la première, elle a une qualité qui est rare, à mon avis, dans la littérature policière, c'est l'hyperosmie, c'est-à-dire l'odorat super développé, très très développé. Et d'ailleurs, alors peut-être pas trop dans Bon baiser de Tanger, mais dans Sans d'encre à Marrakech, clairement, c'est ça qui l'a aidé à résoudre l'enquête. Tu me demandais aussi de parler des autres personnages. Donc, elle a un adjoint avec elle qui s'appelle Brahim et qui, lui, est indépendantiste. Parce que pour moi, c'était vraiment très important qu'il y ait quand même toujours le contexte politique de l'époque, qui est, encore une fois, on était sous protectorat français, mais en pleine revendication pour l'indépendance, qui arrivera plus tard. Donc, lui, c'est un ancien de l'armée d'Afrique, donc qui avait fait la campagne d'Italie à l'époque. Faut oublier que l'armée d'Afrique du Nord a permis quand même de libérer l'Europe par le sud. Et donc lui, pareil, dans sa légende que j'ai inventée, il a quitté l'armée à la fin de la guerre parce que, en fait, les Marocains qui étaient dans l'armée, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été envoyés combattre en Indochine. Et lui, Ibrahim, a dit, moi je suis pour l'indépendance de mon pays, je vois pas pourquoi j'irais casser du Viet, on va dire. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, ils se sont retrouvés à travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est un duo un peu complémentaire parce que lui, il peut aller dans certains endroits où elle ne peut pas aller, et inversement, lui, il peut la défendre. Bon, c'est un peu l'homme, on va imaginer fort et musclé, et elle, elle a d'autres réseaux, d'autres capacités, d'autres qualités. Et puis bon, de toute façon, c'est la bosse. Pourquoi tu as choisi les années 50 ? Ah, très bonne question. Alors, du point de vue local au Maroc, c'est une période super riche et très, très intéressante parce que, comme j'ai dit, c'est après la Deuxième Guerre mondiale où, en 1942, il y a eu le débarquement des Américains qui a donné un coup de modernité incroyable à ce pays et qui a fait rentrer le Maroc sur la scène internationale parce qu'avant, on ne le connaissait pas trop, du fait que les Américains soient venus là et constater l'importance stratégique devant la Méditerranée de l'Atlantique à 14 km de l'Espagne. Et voilà, ils se sont dit, ah là là, ce pays, il va falloir jeter un œil. En plus, c'est quand même le début de la guerre froide et j'adore cette période où c'était, il y a eu l'ONU, on s'est dit plus jamais ça, on est d'accord, le contexte international est clair, et puis la guerre froide arrive, et puis c'est vrai qu'en ce moment, ça a vraiment en 2025, ça a une résonance assez intéressante, cette période. Que pour le Maroc, comme j'ai dit, c'est une période charnière parce que c'est bientôt l'indépendance, mais c'est pas encore, que les Français sont là en train de s'accrocher et c'est vraiment en mouvement et que ça bouge. Et puis après, encore une fois, moi j'adore les films d'Hitchcock et cette esthétique-là. Et je trouvais que Casablanca, par exemple, de cette période, c'est vraiment des grands bâtiments blancs, Bahwa House, ou des beaux bâtiments art déco, les palmiers, des voitures américaines. Enfin, vraiment, cet immeuble-là, on appelle l'immeuble Liberté. Et c'est pour ça que je trouvais que ça s'y prêtait bien, et pour le décor et pour le contexte historique. Est-ce que tu peux justement nous raconter ce Tanger des années 50 ? Ah, bien sûr. Alors c'est un mélange de plein de choses en fait. Donc j'ai dit les trafiquants parce que en fait, alors il y a plusieurs. En fait, c'est les origines de la French Connection parce que tout ce petit monde, les Renucci dont je parle dans le livre et toute sa bande, en fait, ils se sont fait de la trésorerie, ils se sont entraînés à Tanger avec ce trafic de cigarettes, qui était vraiment un trafic très rodé. En fait, ils achetaient les paquets 30 francs de l'époque, ils les faisaient traverser la mer, ils les revendaient à Marseille 120 francs. Donc, c'est une belle culbute. Et les paquets coûtaient 190 francs en bureau de tabac. Donc, c'était vraiment un trafic rentable. Bon, après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses encore plus légères qu'ils pouvaient transporter, mais on n'en est pas encore là en 52.
Donc voilà, donc il y avait toute cette espèce de... Il y avait beaucoup de trafiquants. Alors, je parle des cigarettes, il n'y avait pas que ça. Il y avait les cigarettes, il y avait les bas de nylon, il y avait les médicaments, il y avait quoi? Il y avait les montres, le stylo Parker, enfin voilà, tout plein de trafic. Et aussi, ce qui était très marrant à Tanger, parce que j'ai vu plein d'images d'archives. Alors, je recommande mon compte Instagram, Melvina Mest, parce que je mets toutes les images d'archives que j'utilise sur mon compte. Je ne les garde pas pour moi, donc vous pouvez aller voir ça. Par exemple, il y avait des changeurs, c'est-à-dire des gens qui changeaient de l'argent. Il y en avait plein dans la ville, partout, des petits comptoirs. Donc, on pouvait changer de l'argent toute la journée et tout le monde regardait les cours tout le temps. Donc, c'était vraiment une ville archi-business. Ce qui est aussi très intéressant à Tanger, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de communautés. Même encore maintenant, on peut parler en espagnol, en arabe, en français, bon, en anglais aussi, mais facilement. Et beaucoup de gens sont trilingues natifs de Tanger parce que voilà, on est habitué à passer d'une langue à l'autre. Il y a évidemment toutes les communautés musulmanes, juives et catholiques qui se côtoyaient en tout à fait bonne intelligence. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi à Tanger, c'est qu'il n'y a pas de Mela. Le Mela, c'est le quartier réservé juif. Dans les autres villes du Maroc, il y a toujours un quartier à part, pas à Tanger, par exemple. Donc voilà, et alors, il y avait cette ambiance un peu espagnole, on pouvait aller écouter du flamenco toute la nuit, mais aussi, il y avait déjà les tubes américains bien avant la France, donc on pouvait écouter les chanteurs à la mode des années 50, Sinatra, etc. Et puis, la mer, la plage. Il y avait ce qu'on appelait les balnéaires, c'est en fait des plages privées où chacune avait son code couleur, ses petites cabanes en bois, les petites cabines plutôt que cabanes. Et donc, c'était vraiment un espèce d'Eldorado parce que, bon, alors évidemment, pas pour tout le monde, hein, c'est toujours pareil, mais ce que j'aime bien et que j'ai restitué, me semble-t-il, c'est vraiment voilà, cette mosaïque de tout plein de communautés qui vivaient les unes à côté des autres. Et puis alors aussi, ce qui avait motivé tous ces trafiquants et ces Marseillais, parce que c'est des Corsos marseillais, c'était vraiment les Corses de Marseille, c'est que les bordels ont été interdits en France en 1946, la fameuse loi Marthe-Richard, et beaucoup se sont relocalisés à Tanger pour ce trafic-là aussi. Alors pas les nôtres dont je parle dans le livre, eux ils étaient que dans la cigarette, mais voilà, il y en avait qui avaient ouvert aussi des maisons closes. Donc c'est déjà un cocktail détonnant tout ça. Je crois que tu as écrit le roman sur place, sauf si je me trompe. Alors, pas en entier parce que j'ai passé 3 semaines et que j'ai pas écrit le roman en 3 semaines, mais effectivement, j'ai eu la chance j'avais postulé pour une résidence d'écriture et j'ai été prise par l'Institut français qui accorde quelques résidences pour des artistes et pas tellement des auteurs d'ailleurs, mais pour une fois, voilà, ça a été. Et j'ai été en l'été 2024, j'étais 3 semaines à Tanger. Alors, je l'avais quand même bien avancé à Paris. Mais c'est vrai que j'ai fignolé plein de détails. Parce que moi j'aime bien. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un autre roman sur une ville que je connaissais pas. J'y suis allée là récemment quelques jours parce que j'ai besoin de voir comment c'est. Ça me suffit pas de voir que des photos d'époque. Voilà, j'ai besoin de savoir s'il faut tourner à gauche, à droite. Et donc oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Puis surtout, j'ai rencontré pas mal de gens qui, alors peut-être pas forcément qui ont connu les années 50, mais en tout cas des anciens de Tanger qui racontaient des petits détails. Par exemple, à un moment, quand elle va à la morgue, à la fin du livre, pour identifier un corps et que j'explique que en fait, le personnel soignant est à la fois pour la morgue et pour les vérifications hygiéniques des prostituées. Bon, voilà, ça, c'est typiquement, on me l'a raconté, je ne l'ai pas trouvé dans un livre et si j'étais pas allée à Tanger, je l'aurais pas su. Donc voilà, j'aime bien mettre des petits détails comme ça, un peu croustillant. Quand tu as visité Tanger, est-ce que c'est encore des lieux qui existent ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont disparu entre-temps? Les deux qui existent vraiment. Alors l'hôtel Rembrandt, il est moins select maintenant parce que c'est un hôtel des années 50, mais il a vraiment été inauguré au tout début des années 50, donc on peut supposer que Gabrielle Kaplan, quand elle y est allée, il était flambant neuf. Le café à Faille existe toujours parce que c'est un café vraiment mythique. L'hôtel Minza existe toujours. Ce qui n'existe plus en revanche, c'est justement ce fameux restaurant Venezia où elle va tous les soirs, qui était tenu par Manouche. Alors Manouche, on n'en a pas parlé.
C'était la maîtresse de Carbone, qui a été le plus grand mafieux pendant l'occupation, qui a ouvert les portes de la nuit aux nazis à Paris. Et donc, après-guerre, elle est allée se faire un peu oublier et refaire sa vie à Tanger. Et donc, elle avait ouvert ce restaurant, le Venezia, avec une clientèle très interlope, parce que y avait des grands mondains, des truands, enfin tout le monde se mélangeait et se tapait sur la cuisse. Mais ça devait être une ambiance géniale, hein. Et faut dire, bon. Donc ça n'existe plus. Alors j'ai beaucoup cherché, mais non, rien à faire, ça n'existe plus. La maison, à un moment, je parle de cette fameuse soirée chez Barbara Hutton, qui était une milliardaire qui s'était entichée de Tanger, qui a été mariée à des gens très célèbres comme Gary Grant ou Ruby Rosa. Voilà, eux, ils sont assez connus. Alors elle, sa maison dans la Casbah existe toujours. Je crois qu'elle est à vendre d'ailleurs, si quelqu'un a quelques millions. En général, je fais le maximum pour parler d'endroits qui existent toujours, parce que je trouve que c'est frustrant si on a aimé le bouquin, qu'on se dit tiens, je vais aller visiter, ou qu'on se renseigne, ou même pour les lecteurs qui habitent sur place, parce que j'ai quand même beaucoup de lecteurs marocains, je trouve que c'est plus rigolo pour eux de parler d'endroits qu'ils peuvent toujours voir. Mais je me demandais justement si tes livres étaient lus au Maroc. Alors c'est très amusant parce que il y a beaucoup de jeunes, peut-être plus qu'en France, qui les lisent en disant « Oh là là, mais on ne connaissait pas toute cette histoire, on ne nous la raconte jamais ». Et moi, à l'origine, c'était aussi pour ça que j'avais commencé à écrire, parce que je trouvais ça vraiment désespérant que les jeunes de la 3e génération en France ou en Belgique connaissent pas ce passé, on leur racontait pas que leurs parents, ils avaient des amis juifs, que les communautés vivaient bien entre elles, harmonieuses et tout ça. Et donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire. Et donc, c'est hyper agréable et très gratifiant de voir des jeunes s'intéresser à l'histoire de leur pays en lisant des romans policiers, parce que c'est ça dont... Voilà, la toile de fond est là. Donc, ça, c'est vraiment... ça me fait plaisir, quoi. Alors, il y a tout plein de dimensions différentes de gens qui aiment mes livres. Il y a des gens qui ont une affinité avec le Maroc, et il y en a une tonne. Voilà, des gens dont les parents ou les grands-parents ou un ami ou je sais pas, ou une cousine habite là-bas. Il y a une espèce de dimension affective qui est autre chose qu'un roman policier. Enfin, il y a un truc, et donc eux, ils me regardent avec des étoiles dans les yeux, et ça, c'est hyper agréable. Et voilà, après, sinon, c'est un public normal de gens qui aiment ou qui n'aiment pas, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui disent qu'il y a trop de descriptions, que qu'il n'y a pas assez de sang, que c'est sûr que ce n'est pas des thrillers avec des serial killers et du sang. Donc, ceux qui aiment que ça, avec moi, ils sont déçus. Voilà, il faut de tout. Et alors aussi, ce qui est marrant, c'est que souvent, on me dit « moi, j'aime pas les polars, j'en lis jamais, mais avec les vôtres, j'ai bien aimé parce que j'ai appris des choses. » Voilà. J'aimerais aussi que tu nous parles de la fondation Engagement Média pour les jeunes, dont tu es déléguée générale adjointe, si je ne me trompe pas. Et ce que ça représente pour toi? Alors, ça représente déjà que c'est mon boulot principal. Voilà. Donc, en fait, c'est la Fondation de France Télévisions. Et l'objet de cette fondation, c'est aider des projets pour les jeunes en fragilité dans le domaine de l'expression écrite et orale. Donc, c'est des concours d'éloquence, des ateliers d'écriture, mais toujours pour des publics de jeunes fragilisés. Donc, ça peut être des quartiers prioritaires de banlieue, ça peut être des zones rurales, ça peut être avec un handicap lié à la parole. Par exemple, on aide une association de bègues qui fait un concours d'éloquence de bègues. Voilà, c'est tout plein d'initiatives différentes. On a une trentaine d'associations et qu'on soutient financièrement, mais on n'est pas nous opérateurs, c'est-à-dire que c'est pas nous qui faisons les ateliers, on aide financièrement des assos qui elles-mêmes sont opératrices et s'occupent des jeunes. J'invente rien, malheureusement, le constat, tous les jours, on a des études qui sortent là-dessus, c'est que les jeunes délaissent la lecture et la lecture papier, et l'écriture. Maintenant, tout le monde envoie des vocaux, là, j'ai horreur de ça, ça m'énerve.
Et donc, si on n'est pas derrière pour essayer de montrer un peu, voilà, qu'il y a quand même plein de choses à faire. Par exemple, on a une association qui est dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Ça et là, qui fait un concours de lecture critique. Donc, ils incitent les jeunes à lire des livres de la littérature jeunesse. Ensuite, il faut qu'ils rédigent une critique, c'est-à-dire pas une fiche de lecture, c'est pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Hein. Et après, ça donne lieu à un concours d'éloquence. Donc voilà, il y a tout plein d'initiatives différentes. Et on s'aperçoit que sans ces assauts, le constat, la situation sera encore pire. Donc, bon, malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde, mais à notre petit niveau, ce qu'on fait, c'est vraiment important. Et surtout sur des publics où la lecture n'est pas toujours à la maison, où le livre est un produit de luxe. Et voilà, il faut que. Et puis, il faut que les lecteurs aient des descendants quand même.